Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au LinkedIn Live de l'Association française des conférenciers professionnels. Nous sommes en direct à Paris et nos lives, c'est l'occasion de découvrir nos conférenciers sous un autre angle. Aujourd'hui, pour ce premier live de l'année, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux conférencières internationales exceptionnelles. Nous avons Emmanuelle Léon, qui est professeure de management à l'ESCP Business School, conférencière professionnelle et directrice scientifique de la chaire Reinventing Work. Nous avons aussi Emmanuelle Rolando, Morgan Rolando, qui est dirigeante et conférencière internationale, autrice et expert en Reinventing Work et leur raison d'être. Bienvenue à tous les deux à ce premier live de l'année. Merci Johanna. Nous avons 30 minutes ensemble pour discuter les évolutions du travail en 2025. Et pour démarrer, Emmanuelle, j'aimerais vous poser les questions pour les travails hybrides. Car c'est toujours d'actualité malgré le fait qu'il y a des entreprises qui ont pris la décision de faire le retour au travail comme Amazon et Ubisoft. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuelle? Hybride ou retour au travail? Alors c'est une bonne question, hein. Je dois dire que je l'entends beaucoup, notamment pendant mes interventions. J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors je vais commencer d'abord par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est pour tous ceux et celles qui ont l'occasion de télétravailler, ça va continuer. On a eu quelques effets d'annonce outre-Atlantique. On voit aujourd'hui des gros problèmes chez Amazon qui se rendent compte brusquement qu'ils n'ont pas assez de bureaux pour accueillir tout le monde, qui se rendent compte que leurs talents, en fait, sont les premiers qui sont partis. Donc, quelque part, je crois on apprend de ce qui se passe outre-Atlantique. Et ceux et celles qui ne sont pas les premiers sur leur marché, qui n'ont pas une marque employeur incroyable, etc., retirer le télétravail aujourd'hui, ce serait quand même rendre les gens relativement insatisfaits. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, on avait 6 à 7% de la population qui avait accès au télétravail en France. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 25%. Le pas a été franchi, il n'y aura pas de retour en arrière. Le deuxième point, c'est que globalement, dire on arrête et on demande à tout le monde de revenir au bureau, d'ailleurs on l'entend même, c'est retour au bureau ou c'est retour au travail. Donc quelque part, il y a cette idée derrière ça, c'est je ne fais pas confiance aux gens, la productivité baisse. Or, toutes les études nous montrent qu'on est c'est à peu près la même chose, la productivité en télétravail et la productivité en complet présentiel au bureau. Mais par contre, l'incidence, elle est sur la satisfaction des collaborateurs, leur niveau d'engagement, les taux de rétention. Donc, à nouveau, il ne faut pas s'attendre à des miracles en productivité. Par contre, on peut s'attendre à ce que les gens partent quand vous leur retirez quelque chose qui fait partie maintenant de leur quotidien. Et donc, ça m'amène à cette nouvelle un petit peu moins bonne quand même, qui est que n'attendez plus du travail hybride qu'il enchante vos collaborateurs. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Aujourd'hui, vous pouvez proposer ça, ce n'est pas pour autant que les gens vont être engagés. Donc, il faut bien faire la distinction entre quelque chose qui fait que ça fait partie de mes conditions de travail et quelque chose qui va m'engager, et je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard. Oui, ok. Et si on définit un petit peu le travail hybride, est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément quand on parle d'hybride, parce qu'on peut avoir beaucoup d'interprétations différentes. C'est quoi le travail hybride? Alors déjà, on a un vrai problème, c'est qu'on parle de travail hybride. Et dans travail hybride, il y a deux mots. Il y a travail et il y a hybride. Et à chaque fois, on parle d'hybride. Alors qu'en fait, il faudrait pousser la conversation et l'avoir autour du travail. C'est le travail qui doit déterminer les conditions d'exercice. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit finalement trois formes de modèles hybrides. Il y a le premier, alors je l'appelle un peu l'hybride à la carte. Oh, je viens pas, non, envoyez-moi un lien Teams, etc. Je fais un peu ce que je veux. C'est une catastrophe, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu aussi ces retours au bureau, ces mandats de retour au bureau, parce que finalement, on ne sait plus où sont les gens, on ne sait plus très bien ce qu'ils font, on a énormément de mal, et puis surtout, sa journée en télétravail ressemble furieusement à sa journée au bureau, c'est-à-dire qu'on passe sa journée sur des Teams, donc c'est une catastrophe. Après, il y a l'hybride subi, c'est-à-dire que brusquement, on est passé du tout ou rien, c'est-à-dire globalement, on a estimé que tout le monde en voulait. Or, on a quand même 20% des salariés qui, pour différentes raisons qui leur appartiennent, parce que leur habitation n'est pas faite pour, parce qu'ils ont envie de séparer leur vie privée et leur vie professionnelle, vous avez des gens qui ne veulent pas de télétravail. Et ceux-là, on n'en parle plus parce que
Ça ne se fait pas quand même. Et le troisième modèle hybride, c'est vraiment cette logique de je structure et j'organise. Moi, ce que je vois, c'est que les accords de télétravail qui ont été signés au moment de la pandémie sont en cours de renouvellement. Les entreprises sont en train de structurer. Elles sont en train d'organiser, souvent au niveau des équipes, à la main des managers. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose parce qu'un hybride structuré, c'est du bonheur pour tout le monde. OK, hybride structuré, Ouais. mais il y a quand même un manque de confiance, on dirait, par rapport à le management envers les employés. Morgane Rolando. La confiance, c'est ce qui fait socle, c'est ce qui fait qu'on a envie de faire société ensemble, d'entreprendre et d'être ensemble. Et le télétravail suppose que chacun se responsabilise. Moi, ce que je vois dans le télétravail qu'il y a eu au départ, c'est que la communication informelle, qui est vraiment le lien qui relie les gens, n'est plus présente quand on est à la maison. Et quand je t'entendais dire oui, on va structurer et organiser, c'est exactement ce que je préconise aussi, c'est de mettre en place des rituels pour que chacun puisse se rattacher à des moments forts qu'il relie à l'entreprise. Un exemple qui me vient en tête, c'est une entreprise avec laquelle j'ai travaillé au moment de la pandémie. Donc nous avons des nouveaux dirigeants. Un fonds d'investissement venait de racheter une entreprise et ils devaient faire corps ensemble au moment où ils étaient séparés. Donc ce qu'on a fait, c'est déjà la communication, pouvoir parler, la communication dans les deux sens, puisque la communication descendante, on l'a souvent, mais là c'était instaurer avec les salariés quel est l'objectif de l'entreprise, quelle est la vision de l'entreprise à 5 ans, à 10 ans, est-ce qu'ils y adhèrent, et on a mis en place des rituels de cohésion. On a appelé ça les causeries. Donc au début, c'était toutes les semaines, parce que on se rappelle de la débandade qu'a fait le confinement. Toutes les semaines, il y avait 1 heure de causerie, où on avait 15 minutes où le dirigeant parlait des actualités de l'entreprise, des clients qu'on réussissait à atteindre. Ensuite, 15 minutes sur un manager de business unit qui expliquait ce qu'il mettait en place avec ses équipes et dans ses process. Et ensuite, 30 minutes de questions-réponses, parce qu'il y en avait des tonnes et des tonnes sur l'organisation, sur le devenir de l'entreprise. Donc installer un rituel qui permette de faire cohésion est quelque chose qui a été très très fort et leur a permis de conserver tous les employés engagés pendant ce temps vécu à distance. Emmanuel, ce sujet de rituel, est-ce que ça te parle? Je pense que c'est extrêmement important. Morgane a complètement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture, c'est d'abord des comportements. Et ces comportements, quand on est à distance, parfois on a plus de mal à les visualiser. Dans la chaire dont tu parlais, que je dirige, on est beaucoup sur des recherches sur comment est-ce qu'on fait de l'onboarding, comment est-ce qu'on partage ce savoir qui avant se partageait au niveau du bureau. Et donc quand Morgane parle de rites, alors ça peut être les causeries, mais ça peut effectivement, je vois des choses encore plus prégnantes qui commencent à se dessiner, notamment dans les entreprises totalement virtuelles, une entreprise comme Atlassian par exemple, ritualise et organise tous les moments informels. C'est-à-dire que quelque part, la mise à distance a été beaucoup de liberté, mais avec la contrainte d'organiser davantage l'informel. Et ça, en France, on n'avait pas trop l'habitude, donc on s'y est tous mis avec beaucoup de pépites, de retours absolument extraordinaires dans des entreprises, dont celle que tu cites, pour trouver ce moyen de garder ce lien et cette connexion entre les individus qui fait communauté. Parce que sinon, on peut très bien avoir, c'est d'ailleurs le modèle de certaines entreprises, une armée de freelance qui reporte à un siège social, mais pour autant, ce n'est pas une entreprise au sens communauté. C'est un modèle business qui peut très bien fonctionner. OK. Morgane ? Et là, je viens pour l'engagement. En fait, se sentir faire partie de la communauté est très très fort par rapport à l'engagement, avoir envie de travailler. Et tu disais tout à l'heure que certains n'ont pas un intérieur apte à les recevoir. Et effectivement, quand on ne fait pas la nuance entre chez soi et l'entreprise, on a soit ceux qui sont très très engagés, qui travaillent 24/24, ou ceux qui au contraire sont désengagés et ont Netflix d'un côté, la radio de l'autre et le Parisien en face des yeux pendant qu'ils font semblant de taper sur leur ordinateur. Donc l'engagement est fondamental et les rituels, dont aussi la raison d'être. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en transformation d'entreprise, c'est se focaliser sur ce qui rassemble. Là, j'étais à une conférence hier soir sur la digitalisation de Michelin. Michelin a pour raison d'être faire avancer tout le monde. Et cette raison d'être s'applique bien sûr à ses clients.
On a envie de savoir que le tracteur avance bien, que les roues d'atterrissage se positionnent bien, mais aussi à l'intérieur. C'est faire avancer chacun. Donc faire avancer chacun, ils l'ont transformé sur tout le projet de digitalisation. Chaque poste a été analysé sur comment peut-il avancer dans sa contribution à l'entreprise. Donc faire avancer sa propre tâche, faire avancer la chaîne de production qui les fera avancer dans le lien avec les clients. Une digitalisation de Michelin, on voit bien un groupe industriel, les clients sont digitalisés en même temps et adoptent des systèmes responsive, donc qui vont répondre à ceux de Michelin. Et j'avais beaucoup aimé cette application de la raison d'être à tous les niveaux de l'entreprise. Oui, la raison d'être est encore plus importante parce que malgré le fait que le format hybride semble le format préféré des salariés maintenant, il y a encore énormément de problèmes de burn-out, de bore-out. Maintenant, on l'entend même de brown-out. C'est-à-dire un manque d'enthousiasme pour aller au travail, un manque de connexion. Donc, on a quand même ces challenges encore aujourd'hui. On a compris que ce modèle marche, mais il y a des engagements. Donc, en plus des rituels, comment il faut développer les raisons d'être? Alors, moi, l'image qui me vient en tête, j'en ai deux. J'ai une image de caricature du salarié en télétravail qui se retrouve en caleçon avec ses charentaises en train de se dire qu'il va faire acte de présence. Et de l'autre, le bâtisseur de cathédrale qui est en train de tailler les pierres pour un monument dont lui-même ne verra jamais la fin. Et le bâtisseur de cathédrale a un sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il sait pourquoi il est engagé, il sait ce qu'il va transformer pour des générations et des générations. Alors que celui qui est en caleçon charentaise, effectivement, est totalement désengagé. Donc, la raison d'être, la mission qui va animer l'entreprise peut se décliner. Là, j'ai une entreprise qui a un client qui avait pour raison d'être easy to work with, facile pour travailler avec. C'est un logiciel qui se retrouve en back-office, donc qui est généralement invisible. Et ça lui va très bien par rapport à ses clients. On l'a décliné en interne. Pareil, un nouveau dirigeant qui a déterminé cette raison d'être avec les salariés, avec le management. Et chaque manager, dans ses réunions avec ses équipes, doit commencer comment est-ce qu'il est plus facile de travailler avec. Donc ça veut dire que chaque salarié doit comprendre qui sont ses clients internes, avec qui il a des impacts. Donc on décilote un petit peu les tâches de chacun, ce qui peut être une tendance aggravée quand on travaille de chez soi, puisqu'on est un petit peu dans sa bulle. On décilote, on comprend l'impact qu'a sa tâche sur celle du voisin pour pouvoir travailler ensemble. Et le manager commence par lui avoir une ouverture. Comment est-ce que je suis plus facile à travailler avec? Comment est-ce que j'ouvre mon bureau? Comment est-ce que je suis perméable? Comment est-ce que j'accueille les propositions des salariés qui sont, eux, sur le terrain, que ce soit sur le terrain du client avec des consultants, avec les commerciaux, ou sur le terrain du back-office pour toutes les fonctions support. Merci Morgane. Alors moi, je rejoins Morgane complètement sur la notion de co-responsabilité. C'est-à-dire que quelque part, ça ne peut pas marcher si ça vient du top management, ça descend au manager et ça va jusqu'au collaborateur. Pour qu'un management à distance fonctionne, il faut que le collaborateur prenne des initiatives, et notamment des initiatives de remonter vers sa hiérarchie. Ce qui veut dire aussi qu'en creux, il y a cette question de est-ce que j'ai un climat de sécurité psychologique, comme on l'appelle dans notre jargon académique, qui fait que je me sens suffisamment à l'aise pour faire ça. Donc la vraie question, c'est pas... Enfin, je vois bien ces messages un peu caricaturaux du salarié en charentaise. Moi, les personnes que je vois qui télétravaillent sont plutôt très engagées et ils en font souvent plus parce que finalement, ils sont un tout petit peu plus productifs. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent un petit peu plus longtemps. Le problème, il est plus dans quel type de collectif je crée quand je suis à distance. Et c'est vrai que c'est plus compliqué parce que la communication est souvent très autour de ce qu'on a à faire et moins autour de qui on est et de quel lien on tisse. Pour autant, on avait des gens qui allaient au bureau et qui n'en fichaient pas une, et on a des gens qui sont en télétravail et qui bossent comme des fous. Et on voit bien que ce prisme de quand je suis à distance, qu'est-ce que je fais, et quand je suis en présentiel, je bosse, il est historiquement relié à cette période d'une centaine d'années
où les gens allaient à l'usine. Et donc, quelque part, l'ouvrier, il va à l'usine, il ne peut pas bosser en dehors, parce que de facto, son outil de fonctionnement est là, et point barre, et il faut qu'il bosse entre telle heure et telle heure, parce que c'est à ce moment-là que la chaîne se met en place, et que si lui, il n'est pas là, on va avoir des problèmes sur la voiture. On est passé pour certains, pas pour tout le monde, mais on est passé dans un autre monde que nous, les académiques, on qualifie de post-industriel, mais pour faire très vite, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent s'abstraire de la réalité physique et matérielle de l'entreprise. Mais on sent bien qu'il y a des résistances. On peut prendre plein d'exemples. La relation à l'âge, dont on a déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois, mais elle est complètement liée au monde industriel. C'est vrai qu'à un certain âge, on commence à fatiguer. Aujourd'hui, on a des jeunes de 30 ans, on a l'impression qu'ils sont fatigués. Bon, excusez-moi, j'ai peut-être des jeunes de 30 ans qui nous écoutent, mais vous voyez, ça, c'est complètement des sédiments du monde industriel. Le fait que quand on est là, ça veut dire qu'on est engagé, c'est des sédiments industriels. Si on revient avant le Covid, on voit des gens, bon, ça courait beaucoup dans les couloirs, et pour autant, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Et on les connaissait. Alors après, on me dit, ah, mais quand ils partent en télétravail, c'est pire. Mais j'ai envie de dire, mais c'était déjà la cata quand ils étaient sur place. Donc voilà, co-responsabilité, je te rejoins complètement. Et après, effectivement, il faut faire bien attention à ces sédiments de ce monde qui restent quand même présents dans notre quotidien. OK. Et quelles sont les d'autres solutions alors contre ces enjeux? Alors, donc on a parlé d'hybride organisé, donc c'est-à-dire de regarder le travail au niveau de l'équipe et plutôt que de se poser la question de Pierre, Paul, Jacques et qu'est-ce qu'il préfère comme journée, de se dire est-ce que dans mon équipe, est-ce que c'est un travail qu'on a besoin de faire ensemble? Est-ce que c'est un travail que je peux faire individuellement? Est-ce qu'on a besoin d'être en synchrone ou est-ce qu'on peut travailler en asynchrone, c'est-à-dire à des moments différents? Est-ce que je suis dans de la routine, et ça n'a rien de péjoratif, mais c'est juste que je maîtrise complètement, ou est-ce que je suis dans la logique de l'innovation? Et en fonction de ça, bien évidemment, chaque équipe peut avoir des visions un peu différentes de la manière dont ça doit s'organiser. Le souci, c'est qu'au niveau de l'entreprise, on donne un cadre. Mais après, chaque manager doit se saisir de ce cadre pour en faire quelque chose qui est adapté et au travail et à sa population. Donc ça, c'est un premier point qui me semble très important, c'est de mettre ça sur la table et de regarder. Le deuxième, c'est effectivement ce qu'on disait sur l'engagement et autres. Alors là, il y a plein de choses, effectivement, ce que tu disais, le purpose, le sens, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que pour les individus, très souvent, ils se rendent compte parfois qu'ils étaient engagés a posteriori. Et donc, les managers, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre en place les conditions nécessaires de l'engagement, mais c'est quand même quelque chose de très individuel et qui parfois est a posteriori, c'est-à-dire après coup, on se rend compte qu'on était quand même très engagé et très bien dans ce travail. Donc, c'est là où c'est parfois un petit peu compliqué. Et il y a cette question aussi d'ambassadeur de travail. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand on commence à parler raison d'être, mission ou purpose, c'est de pouvoir lui donner une vraie consistance, beaucoup plus que juste un outil de communication, mais qui soit incarné de manière sincère et authentique déjà par les dirigeants, et qu'on puisse le diffuser à toutes les strates, c'est-à-dire que chacun puisse comprendre quelle est sa contribution à la mission générale et qu'il puisse la mesurer. Donc, on utilise des outils de mesure. Donc, quand je parlais de décilotage tout à l'heure, est-ce que j'ai eu des conversations avec mon client interne? Comment est-ce que je lui ai facilité la tâche ce mois-ci et que ça rentre dans les objectifs de travail? Donc, clairement, moi, je viens du monde de la finance, donc je pense que la finance peut sanctionner beaucoup de choses. Et si on travaille au bonus, qu'une partie du bonus soit reliée directement à la contribution à la mission. Donc, c'est tout un travail de s'impliquer dans cette direction-là, mais à terme, on va retrouver le bâtisseur de cathédrale et qui va pouvoir dire « je l'ai fait, j'ai tel milestone et j'ai pu avancer de cette façon ». Et pour moi, la mesure est essentielle parce que les chiffres, c'est ce qui va rester. Donc là, ils peuvent l'échanger entre eux. On sent le passé finance extrêmement présent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, où on est en plus dans une ère où il y a des datas de partout et on attend des KPI de partout. Après, il faut toujours se méfier, parce que ce qu'on mesure, ça a tendance à attirer mon attention. Donc si par exemple on mesure, je me souviens d'une histoire très drôle dans un hôpital où on mesurait, ils avaient droit à des subventions s'il n'y avait pas trop de monde dans la salle d'attente. Mais la semaine d'après, il n'y avait plus personne dans les salles d'attente parce que les gens faisaient la queue par terre devant le bureau du médecin. Donc la salle d'attente était vide, le KPI était atteint, cet indicateur de performance. Pour autant, c'est vrai qu'on arrive à un moment où on peut vraiment mesurer beaucoup de choses et ça, c'est important. Le deuxième point, pour revenir sur ce que tu disais, c'est qu'il y a cette logique aussi de réciprocité. C'est-à-dire que quelque part, il y a du sens, mais chaque individu
Pendant longtemps, au travail, on était dans une communauté. Il y avait une sorte de promesse implicite de si tu es loyal, tu vas pouvoir rester. Ce ne sera peut-être pas toujours extraordinaire, mais on te promet une carrière ou au moins un poste. Aujourd'hui, cette promesse, elle s'est complètement effritée, y compris dans des grands groupes extrêmement communautaires et familiaux. Résultat des courses, il va falloir réfléchir en RH et dans d'autres domaines pour le manager. Quelle réciprocité à cet engagement que je demande à mes collaborateurs? Qu'est-ce que je leur donne en échange? Parce que le bâtisseur de cathédrale, effectivement, quelque part, c'est l'œuvre en tant que telle. Mais on n'est pas tous à ce niveau-là. Et donc, la question de qu'est-ce que mon collaborateur va recevoir, va apprendre, va développer comme compétence suite à ce que je lui fais faire, ça me paraît aussi une dimension très importante. Oui, on est aussi dans la formation continue. Et nous sommes dans un pays où nous avons des budgets formation. Donc, pouvoir les utiliser pour s'améliorer, être agile, contribuer à l'évolution de son propre poste, ça fait partie de ce qu'on instaure aussi. Et pour moi, c'est puissant. Oui, parce que l'enjeu maintenant, c'est qu'on a beaucoup de pression pour développer les technologies, pour intégrer les IA. On est vraiment sur tout ce qu'on peut créer pour faciliter l'efficacité et la performance des entreprises. Mais je trouve qu'il y a encore ce problème de l'intérieur d'entreprises. On n'est pas en même vitesse. Développer les compétences, les sens, l'envie des collaborateurs autant qu'on développe les outils et la productivité. Donc, pour les enjeux à venir... C'est sûr qu'aujourd'hui, on parle d'IA partout. Il faut absolument acculturer, former, il faut que tout le monde devienne hyper compétent en IA. Moi, je fais l'hypothèse que ça va bientôt être le cas. On n'a jamais eu une technologie qui s'est diffusée aussi rapidement. Ça n'empêche pas les autres questions. Il y a des moments où on imagine à nouveau un outil baguette magique. Alors on dit oui, on va augmenter les individus, ça va être quelque chose de formidable, on va leur retirer toutes les tâches dont ils ne veulent plus, etc. Et puis on va tous les garder. Alors, il y a un moment, il faut quand même être un petit peu réaliste, c'est-à-dire qu'en gros, si j'ai 3 individus dont 30% des tâches vont être faites par une IA, il va y avoir des questions qui vont se poser au niveau du maintien de tous ces jobs. Donc, cette vision-là, vous voyez, de l'IA qui augmente et qui est toujours positive, ça m'agace un tout petit peu. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a rien de plus bête qu'une intelligence artificielle. Donc, il y a un moment, il faudrait arrêter d'utiliser ce mot intelligence. L'IA, elle est juste en capacité, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le MIT, donc autant vous dire des experts sur le sujet, elle est en capacité de prévoir le mot d'après. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on travaille pour lui donner une sensibilité, pour lui donner de l'empathie, tout ce qu'on veut, mais c'est comme si on en parlait comme si c'était quelque chose, c'était pas nous, c'est l'IA. Mais non, l'IA, c'est nous qui mettons des données dedans. Et quand on voit ce qui va se passer au niveau des données dans les réseaux sociaux et que l'IA va se nourrir de ça pour nous produire des choses, ça fait un peu peur. Donc il faut raison garder sur l'IA. C'est un outil formidable quand on sait l'utiliser, mais ça va aussi être une machine extraordinaire aux fake news et à d'autres problèmes. Alors, j'abonde totalement dans ton sens. J'adore l'IA comme un outil, mais un outil qu'il faut savoir voir avec du recul et percevoir. Quand je parlais tout à l'heure des désilotages, je fais aussi beaucoup d'automatisation sur les process qui ont... Plus mieux on se connaît et plus on voit ce qui peut être automatisé et comment améliorer. Et l'IA sert énormément à ça. Mais comme un outil, il faut savoir où est-ce qu'on s'en sert, quelles sont les tâches qui vont être décidées et quelle part du travail on va garder pour contrôler ce que fait l'IA. Parce que ce qui est vraiment dangereux, c'est en parlant de fake news, mais on peut la voir si l'IA s'est trompée, si l'IA est biaisée dès le départ. Rien qu'un exemple, moi je travaille sur du contenu avec l'IA pense masculin. Je ne me reconnais pas dans ce que je dis. Ça dépend des IA, ça dépend des IA. Mais donc, ça prouve qu'il y a encore besoin de l'être humain pour amener la nuance, pour amener la subtilité et la singularité de la réponse qu'on va amener à chaque client. Donc, on va travailler, si on a 80% d'une tâche qui peut être faite par l'IA, on va garder tous ces 20% pour faire du sur-mesure et pour aller adapter à chaque client. Et pour mieux servir chaque client. Donc pour moi, c'est un outil formidable. Tu l'as dit aussi, on ne peut pas y échapper, puisque de toute façon, c'est chez nous, c'est maintenant, c'est partout, c'est même dans les collèges et presque dans les... Mais c'est partout. Soyons plus intelligents qu'un collégien pour justement avoir cette prise de recul et façonner le retour de l'IA pour qu'il serve la communauté et notre propre travail. Et pour rebondir là-dessus, je dirais même que ça, moi en tant qu'enseignante, alors je suis conférencière une partie d'or, mais je suis enseignante aussi, et ça pose la question de quelles sont les compétences
que mes élèves vont devoir développer indépendamment de l'IA, qui finalement va leur apprendre plein de choses par ailleurs. Donc je trouve que ça nous amène tous, qu'on soit conférenciers, enseignants, enfin, tous ces métiers de relation finalement, à chaque fois de se poser la question de qu'est-ce que j'apporte en plus. Et de ce point de vue-là, eh ben, c'est un peu comme Uber et les taxis, quoi. Ça nous challenge et je trouve que c'est une bonne chose. Eh bien, c'est très bien de terminer sur cette histoire de cohabiter l'IA avec des humains, et parce que c'est tout un autre sujet qu'on aura peut-être l'occasion de développer dans un autre live. Avec plaisir. Et puisque je suis en train de m'étouffer, ça tombe bien, parce que c'est le moment de parler de vous, mesdames, de vos actualités et de savoir comment on peut savoir plus sur vos expertises. Emmanuelle. Alors, moi, mes actualités. Donc, en matière de conférences, j'ai 3 conférences. Une qui est vraiment autour de ce retour au bureau et d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut lire pour comprendre et travailler sur les dimensions du travail, etc. J'en ai une deuxième qui est vraiment sur le management à distance, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 20 ans. Donc, je commence à avoir un petit peu de bouteille sur le sujet. Et j'en ai une troisième qui est vraiment ma dernière, qui est sur la collaboration, que j'ai appelée la collaboration m'a tué, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant collaboré et aussi mal collaboré. Donc ça, c'est mon actualité conférence. À côté de ça, je gère une chaire de recherche, donc j'attends une trentaine de chercheurs internationaux au mois de juin qui vont venir présenter leurs projets sur l'onboarding, le knowledge management, etc. Donc ça va être aussi un petit peu de travail. Et puis je vais partir à Austin, Texas bientôt pour assister à une conférence qui s'appelle Running Remote, où ils mélangent aussi bien des professeurs Harvard, MIT que des conférenciers. Et donc, c'est l'occasion aussi de retrouver mes pairs pour m'enrichir au maximum et débattre sur tous ces sujets qui me passionnent. Voilà, en gros, mon actualité. Merci, Morgane. Alors, moi, j'ai 3 conférences phares qui tournent autour de la transformation d'entreprise. La première, c'est faire du chaos une opportunité, ou comment rebondir. La deuxième, c'est révéler la raison d'être de votre entreprise, que je vais donner d'ailleurs cette semaine, vendredi 24, c'est à Paris, dans le 1er arrondissement, lors du festival du 47. Donc pour plus d'informations, vous le trouverez sur LinkedIn où je fais beaucoup de bruit, ou vous suivez le 47. Et la troisième, c'est performance et raison d'être en levier stratégique pour transformer l'entreprise. Et celle-là, je la donne le 28 février à Elevate avec les conférenciers professionnels. Donc là, j'espère qu'on vous verra beaucoup. Pour les 2 événements, ce sera filmé, on verra des extraits par la suite, mais vivre une conférence en vrai, c'est extraordinaire et c'est là que ça révèle les pépites et les germes de la transformation pour vos collaborateurs ou vos partenaires. Donc la conférence est à vivre. Et j'ai aussi 2 livrets, donc un livret qui est révélé la raison d'être de votre entreprise en 10 clés pratiques, disponible en français et en anglais, que vous pouvez trouver sur Amazon ou en me suivant. Et le deuxième qui est intégrer la mission, transformer l'organisation, qui est une réédition qui va sortir en français et en anglais lors d'Elevate fin février. Et je pense que juste pour rebondir sur ce que disait Morgane, on est toutes les 2 très présentes sur LinkedIn sur nos sujets de prédilection. Donc rejoignez-nous sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus globalement. Tout à fait. Donc pour connecter, pour savoir tout ce qu'ils font, toutes les possibilités, les conférences, les workshops, tous les services de ces 2 personnes formidables, n'hésitez pas de les contacter sur LinkedIn ou sur leur site web. Un petit mot pour l'Association française des conférenciers professionnels. Merci d'avoir fait la promotion de Elevate, qui est notre événement phare, qui serait le 28 février, 1er mars au César Palace à Paris. Vous aurez l'occasion de découvrir 28 conférenciers professionnels. C'est un événement extraordinaire, exceptionnel. Donc, je vous invite, si vous êtes curieux de connaître les conférenciers tels que Morgane et plein d'autres personnes avec toutes les expertises imaginables, n'hésitez pas de regarder le site web de l'AFCP. Et sinon, pour notre prochaine journée mensuelle, ce sera le 11 mars au Théâtre Beau à Paris. Et donc, ça conclut ce live passionnant. Merci beaucoup à tous les 2 d'avoir participé. Merci, Johanna. Merci à vous et on vous souhaite un excellent après-midi. Merci. Merci.